Bonjour Aurore. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous avez fait bon voyage. Ben oui, on est à Poitiers et vous me recevez dans votre maison. Tout à fait. Allez-y, entrez. J'aime bien votre cheminée. Je suis une grande frileuse, donc j'adore avoir une bonne température à la maison. Non mais on est au mois d'avril quand même. En dessous 23, je vis pas, alors faut au moins 23 dans la maison. On va décoder tout ça. Bienvenue dans Booster, un podcast inédit qui donne la parole à des femmes qui ont choisi d'être totalement libres pour mieux transmettre leur expertise et donner du sens à leurs convictions. Je suis Marjorie Murphy et je vous emmène à la rencontre de ces pépites qui ont accepté de se livrer sans filtre. Aurore Buttereau apprend à coder à l'âge de 8 ans. Un loisir qui va devenir une passion, un talent et finalement un métier. Elle aime décortiquer, comprendre, puis développer, mais surtout partager, inclure et enfin tracer un chemin vers la réussite ensemble. En fait, c'est aussi l'aventure, la prise de risque et le surpassement de soi qui la font avancer. Et c'est toutes ces qualités qui peuvent parfois inquiéter, faire un peu peur, qu'elle a décidé de mettre au service d'entreprises qui en ont besoin. Aurore Buttereau, vous avez 42 ans, c'est ça ? Oui. Vous êtes ce qu'on peut appeler une passionnée de codage notamment. Depuis votre plus jeune âge, vous êtes vraiment animée par une soif d'apprendre, de comprendre. Et donc, tout commence par le codage, vous allez nous raconter. Ça vous a d'ailleurs amené à chercher du sens dans tout ce que vous entreprenez. D'ailleurs, comprendre vous amène aussi à toucher la liberté d'action. Alors, je vous propose de nous aider à décoder votre parcours. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. On va donc démarrer par cette passion, si vous le voulez bien, de départ de votre vie. Quoi, vers 7-8 ans, c'est ça, vous vous lancez dans le codage. Racontez-nous, parce que à cette époque-là, je pense que c'était moins quand même la mode qu'aujourd'hui. Alors oui, et c'était un peu archaïque et il fallait vraiment la volonté en fait pour se lancer parce que donc moi j'avais un ordinateur à la maison donc qui n'était pas le mien, qui était celui de mon grand frère. C'était un Amstrad. Donc il y avait une unité centrale, un écran, pas de lecteur de disquette, un lecteur de cassette. Et puis alors quand il fallait l'installer, c'était au moins 1 heure d'installation. Donc il fallait être ultra motivé. Et effectivement, je suis tombée très vite, déjà de vouloir me débrouiller toute seule. Et puis une fois que je l'avais mis en route, de comprendre ce qu'on pouvait faire avec ce truc un peu moche. Et donc, on était abonné à un magazine qu'on recevait tous les mercredis, où il y avait un espèce de petit programme à coder. Et j'ai vraiment pris le jeu, en fait, de me mettre dedans et de vouloir comprendre et pourquoi ça ne marche pas, de tout redépiler. Et puis, quand j'en avais pas assez, après, j'essayais de mixer les programmes ensemble pour faire des trucs un peu plus rigolos. Et en fait, cette passion est née à ce moment-là. Et à ce moment, je me suis dit, moi, je veux faire ça quand je serai grande. Comment ça se passait quand même ? Parce que faire du codage donc à 7-8 ans dans les années 80, si c'est bien ça, comment ça se passait avec les copains ? Parce que je sais pas, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient ça à l'époque ? Alors clairement pas, mais je pense que déjà moi je suis assez... effectivement l'héritage est assez atypique. Moi mon père lisait l'encyclopédie le soir. C'était le Netflix de l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, mon papa nous a quittés, j'étais jeune, j'avais 8 ans quand mon père nous a quittés. Donc ma maman nous élevait seuls avec mon frère. Et puis, moi, mon frère, il a 10 ans de plus, donc il ne s'occupait pas vraiment de moi. Donc il me foutait dans un coin. Et finalement, c'est le PC que j'ai pris à l'époque pour m'occuper.
J'ai jamais été excellente à l'école, on va être honnête, et puis je le dis aussi à mes enfants, jusqu'à ce que les études prennent vraiment un sens. Et là, effectivement, c'était une révélation. Donc moi, j'avais fait une option informatique au bac. Et donc après, j'ai fait un BTS informatique. Oui, donc vraiment la voie royale, quoi. Voilà, informatique, développeur d'applications. Donc j'ai complété mon cursus sur une année complémentaire de vente de solutions informatiques. Donc c'était super intéressant parce que là, j'ai appris un monde que je connaissais peu. C'était la partie réseau et la partie avant-vente d'infrastructures. Il faut bien du réseau pour transporter les applications. Donc là, ça a mis vraiment un sens à toute la brique informatique. Donc moi, j'ai commencé à travailler, c'était la bulle Internet, année 2000, donc il y avait mais vraiment pas de problème de chômage. Comme si vous l'aviez senti à 8 ans. Mais moi, en l'occurrence, j'aimais bien Internet, ça, aucun doute, mais c'était pas ça qui me plaisait. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment le monde du travail et les applicatifs type ERP, un logiciel qui permet de gérer toutes les activités de l'entreprise, donc une gestion commerciale, un système de finance, un CRM. Donc voilà, l'ERP embarque finalement toutes ces applications. Et moi, c'était plus ça qui me plaisait finalement, c'était de mettre à disposition des applications dans le monde du travail. Donc, j'ai pas suivi la bulle Internet. C'était assez atypique à l'époque. J'ai intégré une société qui faisait justement de l'intégration de gestion commerciale, paye, compta. J'ai appris beaucoup et donc j'y suis restée 2 ans. Et puis après, je me suis dit, ce petit monde familial, c'est gentil, mais c'est un peu trop petit, je me sens un peu à l'étroit. Donc je suis allée voguer sur d'autres sphères. Et notamment dans le crayon. Ah. Et dans le crayon, on ne se dit pas que c'est si compliqué, le monde de la bureautique et fourniture de bureau. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer une société qui était assez en avance sur ses besoins. Le crayon, ça ne fait pas beaucoup de marge, donc il faut vendre beaucoup de crayons pour se faire un peu d'argent. Évidemment. Donc, beaucoup de flux. Et qui dit beaucoup de flux dit besoin d'automatisme et de systèmes d'information assez capacitifs pour traiter tout ça. En fait, ce qui est enrichissant dans le monde du travail, c'est qu'à chaque fois qu'on change de société ou on approche un client, finalement, on découvre des particularités, on découvre des petites pépites dans ce monde et on s'enrichit à chaque fois. Donc moi, j'ai intégré cette société pour déployer justement un nouvel ERP. Je suis arrivée, donc j'étais une petite jeunette. C'était très enrichissant d'aller échanger avec des gens de la DV, des gens de l'entrepôt, des gens de la comptabilité. Et on se dit, vraiment, mon métier a un sens parce que je comprends tout ça. Et en plus, je peux être le facilitateur, faire que tout ce petit monde-là qui a ses petits problèmes dans son coin, déjà les mettre en relation les uns avec les autres. Et puis en plus, leur trouver des solutions. Donc moi, je milite assez pour dire que l'informatique, on n'est pas les brancheurs de câbles. Et effectivement, un bon service informatique, c'est celui qui sait trouver la bonne personne, qui sait mettre les gens en relation et trouver le bon outil. Et c'est là où moi, j'adore mon métier, c'est justement, on m'envoie, où je découvre finalement un problème. Et moi, ma mission, en tout cas celle que je me donne, c'est de me dire, je vais trouver l'outil, le partenaire, le process qui va bien pour faire en sorte que tout devienne très fluide. Ouais, dans ma tête, j'ai une image beaucoup plus terre à terre, on va dire, mais ce nœud, vous savez, qu'on n'arrive jamais à enlever, qui est tellement compliqué, d'un collier ou autre, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est un peu ça. Une métaphore. Et moi, je suis effectivement un peu pitbull sur ce genre de truc. Je lâche rien. Et mon Jusqu'au objectif, bout. c'est d'aller jusqu'au bout. Quelque part, quand vous regardez en arrière, vous prépariez à un métier comme celui de manager de transition, non ? Alors, sûrement, mais sans en avoir vraiment conscience. Alors moi, j'ai un leitmotiv dans ma vie, c'est de me dire, c'est quoi l'idéal ? Et je vais vers l'idéal. Je m'en fiche, même si c'est pas mon rôle, même si c'est inatteignable. Moi, j'ai envie, c'est ce que je dis à chaque fois à mes équipes, moi, je suis un peu en monde de bisounours. J'ai pas envie de connaître les contraintes, j'ai pas envie de savoir ce qui est pas possible. Moi, je veux un truc.
Je me fixe un objectif qui est certes souvent pas atteignable ou souvent trop haut. Et après, la réalité me ramène à des fois être plus raisonnable ou à segmenter. Mais je pense que si on se met trop de contraintes dans la tête, en fait, on n'avance jamais. Et c'est ça dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle également. Et je me suis jamais mis de contraintes. Je suis trop jeune, je suis une femme, c'est pas ma fonction. Je pense qu'il faut laisser déjà les gens s'exprimer. Et puis, toute idée est bonne à prendre. Et puis, qu'est-ce qu'on risque en fait à annoncer ou à sortir une idée dont personne n'a prévu? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque. Donc, dans le parcours, après les crayons, la voiture, là, vraiment, pour le coup, un monde d'hommes, non ? J'ai intégré une société du monde de l'automobile, donc distributeur-importateur de véhicules. Donc ça se matérialise des garages automobiles. Et donc le PDG de l'époque m'a recrutée parce qu'effectivement, je ne venais pas de ce monde de l'automobile et souhaitais avoir un peu des idées nouvelles et des méthodes un peu différentes. Et donc, j'ai été bien briefée quand j'ai pris mon poste. J'ai un collaborateur qui m'a fait une gentille remarque. Oui, alors, tu vas être ma chef, tu viens ni de l'automobile, et en plus, tu es une femme, je pense que ça ne va pas le faire. Et ça, c'était mon premier jour. Ah oui, bon, on est bien arrivés. Ça fait peur, ça, un peu ? Pas du tout. Non. Moi, ça met un objectif et je me dis... D'accord. Tu te prends pour qui ? Tu vas voir. Tu sais pas qui t'as en face de toi. Donc moi, je suis quand même quelqu'un d'assez bienveillant et je ne monte pas les crocs tout de suite. Néanmoins, j'aime pas me laisser faire et j'aime bien donner tort aux gens. Et donc par la suite, en fait, c'était un collaborateur avec qui je m'entends super bien et on a vraiment réussi à collaborer ensemble. Néanmoins, dans l'automobile, oui, c'est un monde d'hommes et oui, c'est pas toujours facile. Alors là, dans ce monde de l'automobile, combien de temps vous restez et qu'est-ce que vous y apprenez ? Je suis restée 5 ans. Alors, j'y apprends beaucoup de choses. Que l'informatique dans le monde de l'automobile, même si on m'avait prévenu, effectivement, c'est différent. C'est un monde assez fermé. Les gens du monde de l'automobile fonctionnent beaucoup qu'avec des éditeurs de l'automobile, des solutions de l'automobile. Et c'est une population qui n'est pas vraiment ouverte sur le changement du marché et sur les attentes des clients. On a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça. D'accord, oui, je vois. Oui, mais moi, j'aime pas continuer à faire comme ça. En fait, c'est pas mon truc. Je suis pas là pour ça. Non, parce que sinon, on n'a pas besoin de moi. Donc ça a été quand même des gros challenges. En fait, c'était réussir à amener des idées nouvelles, les faire adopter et les mettre en place. Alors, j'y ai fait 5 ans. J'ai appris plein de choses. Ça m'a permis de faire des projets vraiment intéressants avec une ampleur importante, d'avoir aussi des relations avec des prestataires, des partenaires d'une autre dimension. Malgré tout, vous partez. Malgré tout, je pars. Alors, c'était pas forcément un choix de ma part, parce que j'avais encore un peu de choses à faire à mon sens et j'avais pas encore atteint mes objectifs personnels. Alors, comment on tourne la page à ce moment-là ? Parce que vous êtes encore toute jeune et pourtant, vous vous lancez dans une aventure extraordinaire, différente. Donc, c'était au mois de juillet, il y a 1 an, en pleine pandémie. Bon, en gros, on m'explique qu'on va mettre quelqu'un à mon poste, mais que je peux rester parce que j'ai plein de compétences et que j'ai encore plein de choses à faire pour la société. Si vous avez compris, je ne suis pas du genre à me laisser marcher dessus. Du coup, je dis non. En fait, moi, je suis venue pour une mission et je ne suis pas venue pour une autre mission. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on me laisse le choix. Moi, être mis au placard, c'est pas mon genre. Je pense qu'à mon âge, en fait, j'ai envie d'accomplir plein de choses et surtout pas de me faire détruire par une mise au placard. Donc, non, en fait, j'accepte pas et je me dis, tant pis. Si mes qualités sont pas reconnues, je saurais les mettre à profit ailleurs.
Ce qui n'est pas franchement évident à une quarantaine d'années, quoi. Ouais, mais alors là, du coup, c'est le côté un peu foufou qui prime. Voilà, c'est l'aventure, quoi. Voilà, alors moi, je suis quelqu'un aussi qui aime bien l'aventure. Et j'aime bien, en fait, me remettre en question. Prendre un peu de risques. Beaucoup de risques. Beaucoup. Et j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui me suit. Bon. Donc quand même, je lui ai dit, bon, je vais quand même lui en parler avant d'être excessive. Donc on en parle rapidement le soir. Et je lui dis, bah écoute, moi je me vois pas en fait de rester dans l'équipe et d'être mis au placard. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc très vite il me dit, bah oui, t'as raison. Si tu le sens pas, fais comme tu veux. Bon, je lui dis, allez, sautons et on verra bien ce qui nous attend derrière. Et alors ? Je me prends pas la tête. Au mois d'août, je ne fais rien. Je prends du recul, je profite de mon temps. Des vacances où j'ai eu 0 appel et 0 mail dans ma vie, j'en ai jamais eu. Et là, au début, une petite angoisse. On sert à personne nous appelle. Mais la quarantaine aussi apprend que on a des compétences et que finalement, on n'est plus le petit soldat qui se plie et qui est fataliste. Non, en fait, on a une vraie expérience, on a des vraies compétences et on sait davantage les mettre en avant et se vendre. Donc j'avais pris contact fin juillet en me disant bon quand même il faut que je prenne, parce qu'on est un peu prévoyant dans l'informatique, on a déjà 2-3 plans d'avance. Bon septembre quand même, il faut que dès début septembre j'ai mon plan d'action en route. Donc j'avais pris contact avec 2 sociétés, un peu sur le même créneau, de la DSI à temps partagé et de la DSI de transition. DSI temps partagé, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques temps par hasard et j'avais trouvé ça formidable en me disant ouais c'est sympa en fait, on a plusieurs clients, on peut avoir plusieurs projets, des besoins de société complètement différents, des cœurs d'activité différents, donc ça peut être sympa. Et puis la DSI à temps partagé m'a fait connaître la DSI de transition. Dans ma vie de jeunette, je m'étais dit, un jour, je serai consultant. Et là, je me dis, bah ouais, en fait, là, j'arrive un peu bilan, finalement. J'arrive à la quarantaine, j'ai quand même fait des projets sympas. J'ai travaillé dans des domaines d'activité assez dynamiques. Je pense quand même qu'aujourd'hui, ça vaut le coup, en tout cas, que je tente l'aventure parce que j'ai vraiment des choses à offrir et en plus, je vais m'enrichir. Et est-ce que c'est là que vous vous êtes rendu compte que consultant et manager de transition, finalement, c'était pas vraiment la même chose ? Oui, mais vraiment, la personne du cabinet Valtus a vraiment été super parce qu'elle m'a vraiment bien exposé quelles étaient les attentes, les typologies de clients. Justement, c'est une question que je pose à toutes nos femmes de booster. C'est pour vous, quelle est la définition de manager de transition, pour qu'on comprenne bien justement cette différence? Alors, moi, ce que je vois, en tout cas, je suis assez jeune dans l'expérience, mais je suis à ma 2e expérience. Et ce que je vois du manager de transition, finalement, c'est qu'il est à part égale de la direction qui le recrute, qui est en attente de ses propositions. Donc, avec une prise de recul sur un manager, on va dire, intégré, on a vraiment ce lien de hiérarchie qui fait qu'on est subordonné au choix du DG. Et finalement, alors notre rôle quand même en tant que manager, c'est d'apporter une critique et d'apporter un aspect différent. Mais on n'a pas cette liberté finalement, comme on peut l'avoir en tant que manager de transition, où on apporte vraiment un rapport d'étonnement. On parle des bonnes pratiques, de ce qui marche, en tout cas de ce qu'on a vu, nous, par le passé, fonctionner. Et on a un champ de liberté beaucoup plus grand pour agir. Et on arrive à avoir cet échange d'égal à égal qu'on a moins facilement, ou en tout cas qu'il faut gagner quand on est recruté par une société. Du coup, ce métier... j'allais dire, vous va comme un gant parce que c'est exactement ce que vous venez de nous raconter dans toute la première partie de votre vie. Exactement. Vous voulez comprendre,
vous avez un choix de vie, vous vous mettez la barre très haute, mais vous n'avez pas peur. Enfin, tout ce qui a l'air de correspondre à ce métier. Tout à fait. Et c'est quand j'ai échangé avec cette personne de chez Valtus, le lendemain, je me suis dit, quand même, en fait, je pense que vraiment c'est fait pour moi. Et puis après, j'en ai parlé à mon mari. Il dit, bah vas-y, oui, je te vois bien sur ce genre de poste. Et alors, depuis un an, vous pouvez nous raconter un peu comment vous le vivez? Parce que ça, c'était votre idée de départ, justement. Maintenant, comment vous le voyez? Et qu'est-ce que vous avez fait en un an? Combien de missions? Alors, ce que j'ai fait en un an, c'est 2 missions. Donc c'est effectivement 6 mois, une bonne période. En dessous, c'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre un peu la température. Donc je suis arrivée sur un premier dossier un peu compliqué. C'était un redressement judiciaire qui s'est terminé en liquidation judiciaire. Néanmoins, pour ce redressement judiciaire, il y avait toute la phase carve-out à appréhender et construire un plan de reprise finalement pour les acheteurs. Donc là, c'était super intéressant. J'ai appris un domaine que je ne connaissais pas du tout. C'était le modèle de l'industrie textile. Comme je suis quelqu'un de nature très curieuse, j'aime bien tout comprendre. Donc, je vais effectivement m'intéresser aux outils et je me refuse d'être le DSI dans son bureau qui ne comprend pas ce que les gens font. Donc cette société, on l'a accompagnée. Malheureusement, elle a aussi subi les effets de la crise. Donc il y a eu un rachat qui a été moins optimiste que ce qui était prévu. Mais il y a quand même une partie des activités qui a pu être reprise. Mais en tout cas, pour vous, une première expérience vraiment... Première expérience ultra réussie. J'ai été bien accompagnée aussi par le cabinet qui avait en place des bonnes pratiques avec des types de documents, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que j'étais assez aidée et ça a été plutôt confortable de prendre cette position. Et donc, fort de cette expérience, je me dis, en fait, c'est super comme job. Moi, c'est ça que je veux. Donc, oui, ça a renforcé mon choix et ça m'a amenée sur une nouvelle mission. Cette nouvelle mission, c'est pareil, ça se passe super bien, c'est hyper intéressant, le client est top. Je vis des choses alors, soit je me mettais des barrières en tant que salarié, soit mon expérience a fait qu'aujourd'hui je me sens plus libérée et plus légitime finalement à échanger. En tout cas, ça a vraiment changé quelque chose dans mon approche du métier. Quoi, vous savez? Oui, de pouvoir dire non, en fait, tu te trompes. Non, c'est pas ça. Ou c'est ça que tu dois faire. Après, ils ont le droit de pas être d'accord. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que plus jeune ou avec moins d'expérience alors je sais pas si c'est l'expérience ou si c'est cette liberté finalement d'être externe qui fait qu'on prend davantage d'assurance et on ose davantage mettre des barrières. Ça, vous le sentez vraiment, ce côté externe, ou quand même il y a un moment donné où... Moi, ce que je sens sur le côté externe, c'est les objectifs qu'on se fixe avec le client, qui sont des objectifs contractuels, factuels, sur lesquels on est davantage focusé, même si on ne fait pas que ça et qu'on peut embarquer d'autres choses. Au moins, on se dit, je vais vraiment être jugé en fait sur ces objectifs qu'on a définis ensemble et sur lesquels on s'est mis d'accord. De ce que j'ai pu vivre comme expérience quand on est intégré, on a une belle fiche de poste au départ et très vite, en fait, on fait tout sauf ce qu'il y a dans la fiche de poste. Et en plus, on nous reproche tout ce qui est, mais pas dans la fiche de poste. Donc là, pour ça, c'est beaucoup plus sécurisant. Et finalement, on arrive plus à s'épanouir en disant, voilà, moi, j'ai atteint mes objectifs. J'ai fait des trucs en plus, donc c'est que du plus, tant mieux. Mais au moins, je suis jugée sur mes objectifs. Et quand, à la fin du contrat, on fait l'état des lieux, finalement, on se dit, ça, go, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et là, c'est effectivement plus enrichissant et plus satisfaisant, plutôt que finalement sur une mission, sur un emploi qu'on peut intégrer.
à la fin de l'année, on vous reproche tout, sauf ce qu'on vous avait demandé au début de l'année. Et là, c'est pas du tout effectivement la même approche. Alors, ce qui est curieux dans votre parcours, parce que clairement, on vous voit épanoui dans ce métier, dans cette nouvelle aventure, mais c'est qu'on ne vous a pas forcément, je parlerai peut-être pas de votre mari, mais d'après ce que j'ai compris, dans la famille, on vous a pas forcément soutenu au départ dans ce choix. Alors, ça, c'est plutôt la famille, c'est plutôt ma maman. D'accord. Effectivement, qui dit manager de transition, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un vrai travail. Alors elle assimile ça beaucoup à de l'intérim, à de la précarité. Incroyable. En se disant mais elle me le dit encore, hein, mais tu veux pas trouver un vrai travail? Si, en fait j'ai un vrai travail et en fait je trouve ça super. Moi je m'éclate. Peut-être qu'un jour j'en aurai assez et je voudrais me fixer. Ça, j'en ai aucun doute. Mais vous êtes totalement rassurée sur ce métier où on est en fait en mission tous les 6 mois, quoi. Alors moi, je suis rassurée parce que je pense que j'en ai les compétences et que je pense que c'est fait pour moi. Je crois que je me suis pas trompée d'orientation. Et après, on va dire que j'ai de la chance parce que on a un petit matelas de secours financier qui fait qu'on n'est pas pris à la gorge et que j'ai foi aussi en l'avenir parce que je suis convaincue en fait que c'est un métier en plein devenir, que c'est complètement méconnu comme activité. Pour autant, quand j'échange avec des anciens collègues, avec des fournisseurs, peu connaissent finalement ce métier. Et quand j'explique ce que je fais, mais ça a l'air super. Mais moi aussi j'ai envie de me renseigner. Donc les gens en fait apprennent comme ça de bouche à oreille ce qu'est le métier de manager de transition. Aurore, merci de m'avoir reçue chez vous. Merci à vous d'être venue. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur notre site valtus.fr.